Bonsoir et bienvenue dans Destination Paris. J-35 avant la cérémonie d'ouverture. Au menu de ce 6e volet, la suite de notre série consacrée à Anshu Malik. Vous savez, cette lutteuse indienne qui rêve de disputer ses premiers Jeux cet été, donc à Paris. Et puis une interview également exceptionnelle ce soir de Tommie Smith, l'athlète américain resté dans l'histoire pour s'être opposé aux discriminations raciales dans son pays. C'était à Mexico en 1968. C'est la star annoncée de ces Jeux côté français. Léon Marchand rêve de briller dans le bassin olympique de la Défense Arena en juillet. Pour le moment, ce sont les championnats de France qui se déroulent à Chartres. Étape essentielle pour assurer sa place aux Jeux. Ticket validé pour le Toulousain sur le 200 papillon. Son temps en finale, 1 minute 54 secondes et 8 centièmes. 4e meilleure performance mondiale de l'année. À peine 50 minutes plus tard, il était de retour dans le bassin pour le 200 mètres brasse. Remporté en 2 minutes 8 secondes et 95 centièmes. Il va tenter ce pari un petit peu fou et audacieux au jeu, décrocher le titre sur ces deux distances. Mais il est ambitieux, le protégé de Bob Bowman. Il a également décroché sa place sur le 404 nage. C'est sa course de prédilection. Il lui reste le 204 nage vendredi pour tenter d'accrocher donc une 4e course au jeu. Léon Marchand satisfait de ces championnats. Ça lui ouvre même l'appétit. Écoutez. Beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ce matin, j'ai super bien géré les deux courses. Je pense que c'était assez pour rentrer en finale. Et donc, c'était cool. Et ce soir, voilà. Ce soir, il va lui aller chercher au 200 brasses. Je voulais faire les temps. Une 55 au 200 papes, il fallait quand même envoyer. Je nage super bien. J'ai une 54-0. C'est un de mes meilleurs temps en saison. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Après, au 200 brasses, bon, voilà, il fallait que je nage de 9 parce que vraiment, j'avais plus de jambes, plus de bras. Donc, non, je suis content. Ça s'est bien passé. Voilà, et sachez que Florent Manoudou et Maxime Grousset se sont eux aussi qualifiés pour les Jeux de Paris, donc sur le 50 mètres. Une image maintenant pour l'histoire, celle d'un homme sur la plus haute marche d'un podium olympique. Nous sommes le 17 octobre 1968. La veille, Tommie Smith s'est imposé en finale du 200 devant l'Australien Peter Norman et son compatriote John Carlos. Mais plus que ce titre, que cette médaille d'or, c'est le geste des deux athlètes américains qui restera dans l'histoire. Les deux hommes, le poing levé dans un gant noir en signe de protestation contre les discriminations raciales dans leur pays. Une image qui a marqué les Jeux. Quand les sportifs ont le courage de leurs opinions et de les exprimer, quand le sport répond aux enjeux du monde. Tommie Smith était de passage à Paris ces derniers jours et il a accordé cet entretien à James Vassina que je vous propose de retrouver. Avec nous aujourd'hui, un homme qui a marqué l'histoire des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Bonjour Tommie Smith et merci de nous accorder un peu de votre temps. Il s'est écoulé quasiment 60 ans, 14 Jeux Olympiques plus tard, et pourtant votre geste n'a pas seulement marqué le sport, mais l'histoire dans sa globalité. Est-ce que vous imaginiez qu'il aurait un tel impact ? Pour être franc, je ne l'ai jamais imaginé. Je ne l'ai pas fait pour devenir quelqu'un d'important. C'est la vérité. Ce geste, je l'ai fait à une époque où les gens pensaient que la politique n'avait rien à voir avec les Jeux Olympiques. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. La politique ne gouverne pas les Jeux Olympiques, mais elle est un élément qui rend les Jeux Olympiques plus forts. C'est une attitude politique. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques peuvent servir de tribune aux athlètes pour leur prise de position ? Vous savez, les athlètes font ce qu'ils pensent être important pour eux. Je ne peux donc pas parler au nom de tous, mais seulement de ce que j'ai fait et des raisons pour lesquelles c'était important pour moi. Aujourd'hui, les athlètes ont d'autres objectifs en tête, d'autres directions à prendre, grâce à l'aide financière que les Jeux Olympiques apportent à tous ceux qui participent aux compétitions. À l'époque, il n'y en avait pas. Nous avons donc fait ce que la vie nous imposait de faire, c'est-à-dire exprimer la vérité si nous en avions la possibilité de le faire. J'ai essayé de parler plus tôt lorsque les gens me posaient des questions. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils m'interrogeaient sur les athlètes, la politique, l'éducation et ces choses-là. Et je me suis exprimé. Mais mes mots n'ont pas été repris. Et donc, le 17 octobre 1968, j'ai pris position. Être un athlète afro-américain aux États-Unis à cette époque-là, ça représentait quoi ? Quelle était l'atmosphère ? C'était l'atmosphère raciste de 1968, des paroles et des actes racistes. Non seulement par certains athlètes de certaines parties du monde, mais aussi par notre commission,
par notre patron, le président des Jeux olympiques internationaux, qui a menacé les athlètes noirs d'Amérique de les expulser et de les renvoyer chez eux s'ils prenaient part à quoi que ce soit. Parce que les Jeux olympiques n'avaient pas vocation à se mêler de politique. Mais sans politique, comment pourrions-nous avoir des Jeux olympiques? Je pense que mon message sur le podium le montre bien. J'ai fait ce que je n'étais pas censé faire. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin d'être entendus. Pas seulement sur un podium, mais dans le monde entier, en tant que citoyen du monde. Donc pas de regret, sauf peut-être un petit. Ne pas avoir été capable de célébrer un peu plus longuement votre titre sur le 200 mètres. J'attendais la célébration. Mais je ne demanderai à aucun athlète en compétition aujourd'hui de faire ce que j'ai fait ou même de s'en rapprocher. Ils doivent prendre leur propre position sur ce qu'ils pensent des Jeux et sur ce qu'ils pensent de la politique des Jeux olympiques. On voit bien sûr tout l'impact que votre geste a eu sur votre vie et ce qui s'est passé ensuite. Quel destin! Merci Dieu de m'avoir permis de faire ce que j'ai fait. Voilà, et en parlant de sportifs qui s'engagent, ça a été le cas le week-end dernier, on en a beaucoup parlé, de la prise de position, notamment de l'attaquant des Bleus, Marcus Thuram, en amont des élections législatives ici en France, le joueur de l'Inter qui a appelé à faire barrage au Rassemblement national. Kylian Mbappé, lui, a demandé à la jeunesse de se mobiliser contre les extrêmes. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry, sur la même idée, sur la même ligne. Écoutez-le. Je partage tout ce qui a été dit auparavant au sujet que vous connaissez bien. Si on rentre dans la politique, je ne vais pas aller plus profond dans le débat, mais je partage ce qui a été dit, notamment par les joueurs et les sélectionneurs. Alors je peux citer bien sûr Marcus, Kylian ou Ousmane qui l'a fait différemment, bien sûr le coach. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même important. Ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c'est d'aller voter. Donc, allez voter. Moi, personnellement, je suis contre tout ce qui divise et un peu plus pour ce qui peut, quelque part, unir. Allez, troisième épisode ce soir consacré à notre lutteuse indienne. Aujourd'hui, on retrouve Anshu Malik avec ses proches, son cercle familial, où les discussions autour de la table tournent souvent autour de la lutte. Et oui, c'est une passion commune chez les Malik. Regardez. Dans le calme de son village natal, loin du tumulte de la compétition et des coups de sifflet, Anshu s'offre une pause derrière les fourneaux. Au menu, des parathas, des galettes fourrées aux pommes de terre et aux épices. Un dernier écart alimentaire, car la sportive doit maintenir le même poids avant chaque compétition. Ce n'est pas sain du tout comme repas. Mais depuis que les compétitions s'enchaînent, j'ai stoppé ma consommation de sucre et de sel. Aujourd'hui, je m'offre un peu de repos, donc j'en profite avant de retourner à mon régime habituel. Comme à chaque repas en famille, la lutte s'invite toujours à table. 3 générations réunies autour de la même passion. Depuis ton premier combat, on rêve de te voir remporter une médaille aux Jeux olympiques. Elle aura la médaille d'or cette fois, c'est sûr. Ce sont d'ailleurs ses grands-parents qui l'ont poussée à suivre son premier cours dès l'âge de 10 ans. Elle se faisait toujours gronder et tirer les cheveux par sa mère à cause de ses mauvais résultats scolaires. Pour la motiver, j'ai dit à son grand-père de l'inscrire à la lutte et de l'entraîner tous les matins à l'aube. Grâce à sa persévérance, Dieu a réalisé nos rêves. Je regarde chacun de ses combats plusieurs fois. Je note toutes les erreurs et après je l'appelle pour lui expliquer comment s'améliorer. La lutte, un héritage familial qui n'est pas près de disparaître. Et son petit frère est là pour s'en assurer. Du haut de ses 15 ans, il veut devenir comme elle, lutteur professionnel. J'ai enchaîné les pompes. Et comment était ton match? C'était bien. On va voir ça. Intrépide, tenace, imperturbable. Pour décrire sa grande sœur, Subham ne tarit pas d'éloges. Quand je la vois, ça me motive. Et ça me donne envie de moi aussi rendre fier mon pays et gagner des médailles. C'est mon idole.
Et l'un des privilèges de leur enfance, pouvoir se bagarrer entre frères et sœurs sans craindre les représailles des parents. Ça fait du bien de pouvoir partager cette passion avec mon frère. On peut partager les mêmes choses et partager notre expérience. Il va vous dire que je mens, mais c'est moi qui ai cassé sa dent. Derniers éclats de rire pour Anshu, avant de se replonger dans la compétition pour le coup d'envoi final. Allez, c'est la fin de ce numéro de Destination Paris. L'info se poursuit sur les antennes de France 24. Restez avec nous.